Jacques de la Rosière, bonjour. Bonjour. Ancien gouverneur de la Banque de France, vous avez dirigé le Fonds monétaire international, le FMI, à Washington. Vous avez dirigé également la Banque européenne de reconstruction et de développement à Londres. Vous signez un essai qui va au cœur des problèmes de notre pays. Il est limpide. Le déclin français est-il réversible? Aux éditions Odile Jacob. C'est radical pour le diagnostic. Vous allez droit au but pour les solutions. Alors vous qui avez dirigé les plus grandes institutions financières, vous qui étudiez la situation de notre pays depuis longtemps, Jacques de la Rosière, sérieusement, pensez-vous qu'avec notre situation politique bloquée, le redressement est possible? Oui, je pense qu'il est possible. Je souhaite ardemment qu'il se fasse, mais je n'en suis pas sûr. Alors vous avez écrit un essai qui est un véritable coup de poing. C'est un coup de poing que vous donnez parce que vous dénoncez l'inculture économique des médias, la déliquescence des politiques, mais aussi la responsabilité des Français qui se laissent bercer par les belles promesses. Alors, est-ce qu'avec vous, tout le monde est coupable? Tout le monde est coupable. Je ne placerai pas ça sur le terrain de la culpabilité. Je pense que si on se sentait un tout petit peu plus responsable de la destinée de la cité, les choses iraient beaucoup mieux. Et malheureusement, ce que je vois dans les soi-disant élites politiques qui nous gouvernent, ce que je vois, c'est un sentiment profond d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on conduit le pays à un désastre avec une trajectoire effrayante et on est serein, dans les palais ministériels, on est serein. Alors, c'est cette sorte de déni de la réalité, cette illusion dans laquelle on berce les citoyens qui me pose problème en tant que démocrate. Je pense qu'une démocratie ne devrait pas être dirigée par des gens qui travestissent la vérité à tout instant pour pacifier les esprits et faire apparaître les problèmes comme en fait non existants. Je pense que c'est une déviation grave de la démocratie. Dans cette déviation, vous évoquez le rôle que devrait avoir la haute fonction publique pour, on va dire, permettre de garder le cap. Tout à fait. Et cette haute fonction publique n'accomplit pas sa mission, qui est de dire la vérité au gouvernement et de proposer des solutions qui soient efficaces. Trop souvent, la haute fonction publique se comporte comme des serviteurs très obéissants à l'égard du pouvoir central et oublie qu'ils ont une mission. Et cette mission, elle est dictée par la structure même, si vous voulez, la nature même de leur fonction. Un ministre des Finances, c'est un ministre des Finances. C'est pas le serviteur du président de la République. Certes, il fait partie d'un cabinet ministériel. Certes, il a un devoir de loyauté à l'égard du gouvernement. Mais sa fonction primordiale, c'est de faire marcher les comptes de l'État. S'il a accepté la fonction de ministre des Finances, c'est pas pour obéir aveuglément à une personnalité politique qui lui est supérieure sur le plan hiérarchique. Et cette notion de mission, qui m'a galvanisé toute ma vie, elle est, je dirais, quasiment totalement oubliée aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave. Alors la fonction publique ne répond plus à cette donnée fondamentale. Moi j'ai connu dans les années 50, juste après la guerre, des hommes de la haute fonction publique, des directeurs du budget, des directeurs du trésor, des gouverneurs de banque centrale. J'ai connu des hommes qui étaient animés par
l'accomplissement de leur mission, au sens que je lui ai donné tout à l'heure, et qui ne se départissait jamais de cette mission. À ce titre-là, vous citez le début du mandat du président Charles de Gaulle avec le plan Pinet-Rueff, qui, quelque part, ont une certaine similitude où la haute fonction publique, les décideurs, ont redressé les finances publiques. Oui, tout à fait. Et c'est un exemple que nous devrions méditer. Parce que en 1958, le général de Gaulle est revenu au pouvoir parce que la République était incapable de régler le problème algérien. Et donc on a fait revenir de Gaulle. De Gaulle a trouvé une situation financière et économique désastreuse, de l'ordre de ce que nous subissons aujourd'hui. Et il a fait appel au plus grand économiste de ce temps, qui était Jacques Rueff, un nobelisable, un grand esprit, un homme reconnu internationalement. Bon. Et un praticien qui s'appelait Pinet, qui était un homme politique. Mais c'était un homme politique qui avait deux caractéristiques. Il avait la tête sur les épaules et les pieds par terre. Et ça, c'est précieux. Absolument. Et à eux deux, ils ont forgé un plan de redressement. Alors justement, quelque part, c'est ce que vous nous proposez avec cet essai. Et dans cet essai, non seulement on va examiner les thèmes de votre diagnostic, avec des chiffres qui sont imparables, mais vous avez une expression qui revient souvent dans votre propos, c'est renverser la table. Pourquoi faut-il que ce soit bien plus fort qu'une simple expression? Parce que si vous ne renversez pas la table, si vous restez dans l'univers politico-économico-financier qui est l'univers actuel, ce que font les deux derniers premiers ministres, si vous restez dans ce milieu-là, vous n'avez aucune chance de réussir. Et je reviens à 1958. De Gaulle s'est entouré de gens remarquables. Mais il leur a dit, lui, le général de Gaulle, qui n'était pas un économiste, et qui s'adressait à un prince de l'économie politique, il a dit, je trouve vos idées très bonnes, et je suis sûr que ce programme va être un succès, mais il y a quelque chose que je veux préciser. Et ce quelque chose, c'est qu'il faut que vous retrouviez l'équilibre budgétaire. Alors, ils étaient là, subjugués par ce général non économiste, qui leur disait quelque chose qui paraissait totalement impossible. Et De Gaulle a rajouté, si vous n'avez pas l'équilibre budgétaire, votre programme, tout excellent qu'il soit, ne sera pas crédible. Et c'est ça le renversement des tables aujourd'hui. C'est que si on se coule dans la réalité abominable, qui est celle qui nous confronte, on n'obtiendra pas de résultat. Alors, justement... Alors, c'est oui. Important, c'est radical. Mais alors, justement, j'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat, hein, parce que quelque part, dans votre essai, il y a la brutalité des chiffres, la brutalité du réel. Tout d'abord, un niveau très élevé de l'endettement public qui, si la tendance se poursuit, pourrait arriver à 120% du PIB. Aujourd'hui, les taux d'intérêt montrent que la France devient un pays qui inquiète les prêteurs. Le coût de la charge de la dette est déjà supérieur au budget de la défense nationale. Alors, cette dette, dont vous dites que c'est le résultat d'un manque de courage politique, finalement, depuis 1973, tous les budgets ont été votés en déficit.
Et François Bayrou, lors de sa déclaration de politique générale, rappelait que près de 2450 milliards d'euros de dettes supplémentaires ont été générés en un quart de siècle. Est-ce que, finalement, sur ces 50 dernières années, c'est toute la classe politique que vous mettez en accusation? Oui, et vous avez très bien synthétisé le problème. Pendant une vingtaine d'années, nous avons recouru à l'endettement, à l'emprunt, pour régler nos problèmes. Et ce que je reproche aux gouvernements qui se sont suivis au cours de cette période, c'est que ils ont dit ce n'est pas grave de faire ça, c'est même très intelligent. Parce que si vous pouvez vous endetter à un taux d'intérêt qui est inférieur au taux de croissance de l'économie, vous êtes gagnant. Parce que votre taux de croissance emporte l'inconvénient d'avoir à payer un taux d'intérêt qui est inférieur au taux de croissance. Alors c'est un théorème qui a été développé par des économistes que je ne citerai pas parce que c'est effrayant. Et évidemment, ce théorème qui consiste à dire que tant que la croissance est supérieure au taux d'intérêt, tout va bien, ce théorème est vrai dans l'instant, mais il n'est pas vrai lorsque les taux d'intérêt remontent. Et quand les taux d'intérêt remontent, ce qui a été le cas en 1921-1922, avec 2021, le retour 2022. de l'inflation, retour d'une inflation qui est née d'un excès de croissance monétaire. Et quand les taux d'intérêt remontent, l'équation sur laquelle on a vécu et on a fait vivre les concitoyens devient périmée. Et aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, alors que lorsque les taux d'intérêt étaient très bas, la charge de la dette publique en tant que nécessité de payer les intérêts a été relativement faible, ou acceptable. Mais aujourd'hui, que les taux d'intérêt sont remontés de 0 à 4 ou 5, l'équation change complètement, parce que la croissance n'est pas de 5%, la croissance est de 0, quelque chose. Et donc, la charge des intérêts, je ne parle pas de l'amortissement, il y a longtemps qu'on ne rembourse plus la dette, ça c'est une vérité du passé. Mais les échéances de la dette, on les rembourse, mais on les rembourse avec une nouvelle dette. Et c'est un emballement qui est effectivement dommageable. Juste, pour faire face à ce déni de ces chiffres, de cette réalité, peut-être faut-il rappeler que l'endettement public, c'est le résultat de la gestion de l'État, d'une part, mais aussi de la protection sociale. Seriez-vous favorable, personnellement, à ce que l'on fonde ces deux masses dans un seul et même budget pour que les Français y voient plus clair dans les déficits et donc dans la dette? Parce que, est-ce que finalement la complexité des votes des deux lois de finances ne sert pas à masquer une forme de vérité? Oui, je pense que vous avez raison. Il faut globaliser ces chiffres au niveau d'un déficit budgétaire global qui incorpore à la fois le déficit de la sécurité sociale et de tout ce qui est le social du pays, qui est à peu près la moitié du budget, et la partie non sociale proprement dite. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais on n'en tire pas les conséquences. Ce qui est grave, je dirais presque du point de vue de l'intégrité intellectuelle, c'est que l'on dit aux Français, oui, nous ne savons pas gérer nos dépenses publiques puisque nous sommes en déficit permanent. Et ce sont des déficits très importants, parce qu'ils avoisinent 3 points de produit intérieur brut, aujourd'hui le double, 6, et ce sont
des chiffres hallucinants, parce que si vous les reportez d'année en année et que vous conservez le principe de la boule de neige, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus d'endettement pour financer la dette passée, et que la dette passée est énorme et croissante, vous arrivez à des chiffres astronomiques. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et ce que je reproche du point de vue de ce que j'appelle l'intégrité intellectuelle, c'est-à-dire le comportement que vous avez avec votre voisin de palier, avec votre famille. En principe, on doit être raisonnable et intègre du point de vue de la compréhension des choses. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, tous les ans, je suis en déficit. Ce déficit est de plus en plus important. Il représente maintenant 6% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce que la société et l'économie est capable de produire en une année. Et on en prend 6% pour le déficit. Le déficit budgétaire. Et il n'est pas question de financer cela par une action d'économie sur les budgets qui pourraient être excessifs, etc. Ça personne n'en parle. Ce qu'on dit, c'est ce n'est pas grave, parce qu'on peut toujours emprunter pour rembourser ces choses-là. Alors, ça a été vrai pendant un certain temps, quand les taux d'intérêt étaient maintenus par la Banque Centrale Européenne à zéro, voire dans des territoires négatifs en termes réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation. Ça a été vrai pendant ce temps-là, mais quand le dérèglement monétaire que je condamne depuis 15 ans s'est manifesté en une crise d'inflation très, très élevée, parce que l'inflation est montée à 10-15%, il a fallu relever les taux d'intérêt. C'est l'hommage du vice à la vertu, parce que pendant 20 ans, on nous a dit le pire de tout, c'est d'avoir des taux d'intérêt positifs. C'est-à-dire, quand vous voulez défalquer de l'inflation, en principe, il doit y avoir zéro, voire moins quelque chose. Alors, on nous a dit ça. Mais je me permets, parce que pour que ça ne soit pas qu'un raisonnement de financier, ce que vous dites, c'est que cette situation, elle est inéquitable socialement. C'est que ces taux d'intérêt proches de zéro, en fait, favorisent la rente, enfin oui, tout à fait. Voilà. Et par contre, pour les petits épargnants, c'est une... Vous êtes au cœur de la thèse principale de mon livre. La différence entre ceux qui ont, je dirais, masqué la gravité du problème et moi, la différence, c'est que je dis, il faut poursuivre la trajectoire que vous nous proposez, qui est une trajectoire d'endettement de plus en plus important. On est passé d'un endettement qui était autour de 60% du produit intérieur brut. Il est maintenant de 110, 115%, c'est-à-dire qu'il a quasiment doublé. On nous dit ça, et on nous dit ce n'est pas grave, parce que on aura toujours la faculté de s'endetter pour assumer cette dette. Et la vérité n'est pas celle-là. La vérité, c'est que très vite, lorsque la dette atteint des montants excessifs, on n'est plus capable de la servir, c'est-à-dire de payer les intérêts. Je ne parle pas des amortissements. Et alors aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on a une dette qui nous coûte entre 50 et 60 milliards d'euros par an en taux d'intérêt, en service. Oui. Pas du tout en remboursement, ça c'est autre chose, qui est entièrement assumé par un endettement nouveau. Il faut bien se dire que nous
pratiquons ce que aucun Français ne pourrait pratiquer. Imaginez, vous êtes en fin de mois et vous avez du mal à financer votre fin de mois parce que vous avez trop dépensé pendant le mois. Et ce que vous faites, c'est la chose suivante. Vous allez trouver le banquier qui gère votre compte et vous allez lui dire, oui, j'ai trop dépensé, je suis dans l'incapacité de régler mes factures en fin de mois, je vais vous demander un prêt. Le banquier va vous dire, mais vous n'y pensez pas. Si je vous prête pour financer un déficit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas rattrapable, je ne peux pas le faire. Et je vous prie de quitter mon bureau avant même que cette conversation ne s'enchaîne. Quel est le seul agent, le seul, en France, on a plus de 60 millions de personnes, qui va chez son banquier, ou l'équivalent du banquier, le marché financier, et qui tient ce langage? Je dépense trop, je n'y arrive plus, je vous demande de l'argent pour me permettre de payer mes factures courantes. C'est l'État. Et alors, juste pour compléter, l'État pourrait faire cela pour investir pour l'avenir. Mais oui, mais c'est ça le drame, c'est qu'il ne le fait pas pour investir, il le fait pour payer ses factures courantes, c'est-à-dire le paiement des fonctionnaires, le paiement de l'État. Et il faut bien comprendre que je ne parle pas comme un économiste pédant, je parle comme un Français moyen. Il est évident pour tout Français moyen que lorsque vous avez une impossibilité de régler vos dépenses courantes, la première chose à faire, c'est de réduire vos dépenses courantes. On se met en famille, on parle à sa femme, on dit écoute, on n'y arrive plus, il faut peut-être réduire les restaurants, les voyages à l'étranger, bon voilà. Tous les Français font ça. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le bon sens. Mais oui, vous n'allez pas dire je veux un salaire plus important parce que vous n'êtes pas maître de mon salaire. La seule chose dont vous êtes maître, c'est la dépense. Et vous en êtes maître. Et la seule chose dont l'État est maître, c'est sa dépense. Et la seule chose qu'il ne fait pas, c'est de réduire sa dépense. La seule chose qu'il fait, c'est d'emprunter. Or, il emprunte non pas pour investir dans des projets qui généreront plus tard des retours sur capitaux qui permettront à ce moment-là de rembourser cette dette supplémentaire-là. C'est pas ça. On emprunte pour éviter le problème de ne pas être capable de payer les impôts, les factures qui viennent à échéance. Alors, si vous dites ça à un Français moyen, il vous dit mais c'est complètement fou. Alors, justement, Jacques de la Rosière, c'est complètement fou. Vous, qui avez été directeur général du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, quand on le voit arriver dans un pays, peut-être qu'il faut s'inquiéter, c'est parce qu'il faut redresser la situation financière. Alors, vous, quand vous faites une préconisation comme celle qui figure dans votre ouvrage, réduire de 200 milliards d'euros en 10 ans les dépenses publiques. Donc, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire arrêter, réduire les dépenses publiques. Est-ce qu'en faisant cela, vous préconisez de faire comme Javier Milei en Argentine avec sa tronçonneuse? Est-ce qu'on vous voit, Jacques de la Rosière, avec votre tronçonneuse qui dépense dans les dépenses publiques, qui taille dans les dépenses publiques? Est-ce que vous n'encourez pas le risque de mettre tout le monde dans la rue? C'est justement le langage que tient le gouvernement. C'est un langage de menace, de chantage. On vous dit, monsieur de la Rosière, vous êtes sérieux sur cette histoire de finances publiques. Vous voulez mettre de l'ordre dans les comptes publics. Très bien. Mais
vous allez entraîner la révolution du pays. C'est-à-dire que le jour où on commencera à faire ce que vous dites, tout le monde est dans la rue, et l'après-midi même de cette journée-là, le gouvernement a cédé et a retiré son plan. Et c'est ça que vous proposez. Alors, cette menace, ce chantage, où on dit, si vous voulez vous occuper de dépenses publiques, vous allez flanquer la révolution dans le pays, cette menace, je l'ai prise au sérieux. Et je vous signale que c'est la première fois que le raisonnement que je vais vous décrire a été fait. Je me suis dit, bon, je suppose qu'ils ont raison, que la révolution est très proche si on fait des choses qui atteignent la partie sociale des défenses publiques, pardon. Je vais étudier calmement le chantage gouvernemental. Et je me suis dit, écartons de la baisse des dépenses publiques tout ce qui est social. C'est-à-dire que vous maintenez... Je sanctuarise tout ce qui est social, qui est à peu près la moitié, une grosse moitié du budget, pour ne pas tomber dans la menace gouvernementale qui est, vous créez la révolution. Je ne crée pas la révolution du tout, puisque je ne touche à rien du point de vue social, à rien, même à la retraite, je ne touche pas. Et, enfin, alors, pour être dans l'actualité, vous gardez la réforme actuelle de la retraite. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je vous décris le raisonnement. Oui. Je me suis dit, bon, je ne touche pas la partie sociale pour répondre au chantage gouvernemental, mais je vais m'attaquer à la partie non sociale, qui est la petite moitié, oui. La grosse moitié étant sanctuarisée. Et je vais voir si je peux économiser à peu près 200 milliards pendant une dizaine d'années, à hauteur du 10e tous les ans. Alors juste, je précise, parce que d'où vient ce 200 milliards? Oui, c'est un calcul que vous avez fait. Alors, le 200 milliards, il est très simple, et il n'est absolument pas contesté par qui que ce soit. C'est ceci. Aujourd'hui, le poids de la dépense publique en France est de 7 points de PIB plus élevé que la moyenne européenne. Moyenne que nous influençons d'ailleurs par notre mauvais comportement. Et donc il s'agirait juste de revenir. Oui, 7%, c'est énorme. 7%, c'est la différence entre la compétitivité et la non-compétitivité. C'est la différence entre la vie et la mort. 7%, c'est énorme. 7%, ça fait 200 milliards. Voilà. Et je dis que tant que nous aurons ce boulet au pied et que nous prétendons partir sur les starting blocks pour faire notre 1000 mètres, nous ne pourrons pas le faire parce que nous aurons un boulet au pied alors que les voisins auront les jambes libres. Et ces jambes libres, c'est 7 points. Alors, je me suis dit, on ne peut pas faire 7 points de PIB en une année, on peut le faire en 10 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le faire en 10 ans, ça veut dire 20 milliards par an. C'est 200 milliards sur 10 ans. Oui. 20 milliards par an, c'est un peu moins de 1% du produit intérieur brut. Les programmes de redressement, que je connais, parce que j'en ai façonné beaucoup lorsque j'étais au Fonds monétaire international pendant une dizaine d'années. La moyenne des programmes d'ajustement, comme on les appelle publiquement, économiques et financiers, c'est 2% du PIB par an. Avoir 0,8
un peu moins de 1%, c'est donc, aux yeux du Fonds monétaire international, qui intervient dans les cas limites, c'est quelque chose de très tolérant. Et d'autant plus que, vous le dites dans votre livre, ce n'est pas une purge, hein. Il y a des pays, là, actuellement en Europe, le Portugal, Ouais. des pays nordiques, qui ont mené des opérations similaires, et à notre connaissance, il n'y a pas eu la révolution. Le Portugal est mieux coté que nous sur le plan des marchés financiers. Il a fait en 3 ans quelque chose d'admirable et qui a passé complètement inaperçu parce que c'était de l'ordre de 1,5 à 2% du PIB et, et il a redressé ses comptes. C'est vrai pour la Suède qui a eu dans les années 90 une crise majeure, une crise beaucoup plus importante que la nôtre et qui a réussi en quelques années à redresser la situation, mais ce n'était pas du 0,8% par an, c'était beaucoup plus. Et ce sont des pays démocratiques, ce sont des pays qui, eux, prennent au sérieux la démocratie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas raconter n'importe quoi à la population. C'est à mon avis le critère d'une démocratie, ça. Pourquoi? Parce que les journalistes ne laissent pas Ouais. passer. Les journalistes n'acceptent pas dans ces pays-là que vous vous tiriez du problème que nous sommes en train de discuter, c'est-à-dire est-ce que je peux m'endetter indéfiniment pendant 107 ans. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec une galipette. Vous êtes obligé de dire oui, ben, bon, je pense que c'est possible, et comme c'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Et, et quand vous vous en tirez avec un bon mot ou un truc comme ça, le journaliste vous dit non, 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 on est en démocratie ici, vous parlez à des gens sérieux. Et il faut parler de façon sérieuse. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est la longueur des jupes des femmes musulmanes, c'est des mariages pour tous, c'est tout ça, mais ce n'est pas Aller au le fond du problème. sujet. Et alors, Alors, je vous oui, non, propose... mais Oui, je allez-y, termine excusez-moi. juste. Oui. Si vous voulez devenir compétitif, il faut faire cet effort. Alors, c'est un effort qui représente à peu près 200 milliards. La nouveauté de l'exercice qui est dans ce livre, c'est que je me suis attelé, à cause du chantage gouvernemental, à un problème qui était le suivant. Est-ce que je peux trouver 200 milliards sans toucher le social? Je ne savais pas où je mettais les pieds, parce que cet exercice n'a jamais été fait. Et je l'ai fait. Et je suis arrivé, avec une certaine surprise, à la considération que c'était possible. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Est-il réversible ?» Et la réponse c'est oui, sur le plan technique. Et je vais même vous faire un aveu. J'étais si peu sûr d'avoir raison sur la possibilité, sur la petite moitié du budget, d'arriver à mes 200 milliards, en disant que je m'en suis ouvert à un homme qui sait tout en matière budgétaire. C'est François Eccal, c'est un ancien de la Cour des comptes. Il a dévoué toute sa vie professionnelle à ces problèmes. Et je me suis dit, je vais apporter la partie de mon manuscrit qui touche au problème que nous sommes en train de discuter sur les 200 milliards. Tout à fait. Et je voudrais le soumettre à ce grand chirurgien. Alors j'ai pris rendez-vous avec lui et je lui ai montré mon argumentation que je viens de vous faire. Il m'a dit, je connais tous ces chiffres. Vous avez entièrement raison. Vos 200 milliards sont justes. Le dixième est très tolérant. C'est très bien tout ça. Et il a été, vous savez, comme ces grands spécialistes qui regardent l'analyse très vite et qui vous disent oui, 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 mais et il a ajouté, alors ça c'est peut-être pas pour
l'émission, mais enfin, il a ajouté qu'il était très sceptique sur la possibilité de le faire, bien que techniquement, c'était faisable. Oui, c'est-à-dire que 10 ans d'efforts continus, 10 ans à tenir la barre, ça demande effectivement un portage politique fort. Eh oui. On va prendre quelques exemples de ce que vous mettez en lumière parce que je trouve que votre regard est particulièrement acéré sur ces questions-là. Je vais prendre un exemple récent d'une politique publique qui a retenu votre attention. J'avoue que j'étais assez surpris. Vous êtes très critique sur le sujet de l'apprentissage. Parce que votre analyse, Oui, elle va au-delà de la finance. C'est un scandale. Alors, justement, prenons quelques chiffres. Tout le monde semble satisfait que depuis 2020, la France a multiplié les contrats d'apprentissage. 837 000 nouveaux contrats signés en 2022. Avant, on reprochait notre écart avec l'Allemagne. Qu'est-ce que vous reprochez à cette politique où les jeunes reviennent dans le monde de l'entreprise? J'ai été moi-même surpris de ce que j'ai découvert. Parce que c'est le village Potemkin. Vous connaissez l'histoire du village Potemkin. L'impératrice de Russie voulait faire un tour en province pour voir l'état des villages, des citoyens. Et le Premier ministre, qui s'appelait Potemkin, lui a préparé ce voyage. Et il a fait en sorte que l'itinéraire comporte la visite d'un certain nombre de localités dans lesquelles il avait précédemment arrangé la beauté des villages avec des panneaux et des arrangements tout à fait séduisants. Et l'impératrice a été conduite sur cet itinéraire et n'a trouvé que des façades bien repeintes, des villages prospères, des gens tout heureux et tout souriants, et elle en a été très favorablement impressionnée. On a fait la même chose avec l'apprentissage. On avait un problème, c'est que on n'arrivait pas à décoller de 500 000 apprentis, alors que les Allemands en ont 1,5 million, 3 fois plus. Et on était un peu complexés. Alors, avec un taux de chômage des jeunes très important. Évidemment. Alors, on a décidé de changer ça. Eh bien. Mais je vais vous dire comment on l'a changé. On l'a changé en ouvrant l'accession à l'apprentissage et à les droits qu'elle comporte à des étudiants du supérieur. Avant, la limite, c'était 18 ans. L'idée, c'était l'idée que tout le monde a quand on interroge des gens raisonnables dans la rue. L'idée, c'était qu'il fallait apprendre un métier à des jeunes. Nenni. On n'arrivait pas à nourrir cet apprentissage pour les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du Potemkin. C'est-à-dire qu'on a changé la donne. On a dit, non, il ne faut pas arrêter ça à 18 ans. Il faut le conduire jusqu'à 29, 30 ans. Et permettre à des gens qui sont dans l'enseignement supérieur, qui font leur thèse pour certains d'entre eux, de bénéficier des droits de l'apprentissage. On fait d'une pierre deux coups. On donne des avantages à des étudiants méritants du supérieur et on accroît le nombre des apprentis, par définition, puisqu'on ouvre les vannes. Et on a fait ça. Alors on est passé... Pas par un financement auprès des entreprises. Oui, mais attendez. La première chose, c'est qu'on a augmenté le chiffre d'affaires. Puisque, au lieu d'avoir 500 000 apprentis difficilement recrutables, on en a eu 1 million.
Et on a dit, chic, alors, on n'est pas tellement loin des Allemands qui font 1,5 million, qui ont une population supérieure, ça peut s'expliquer. Donc, on a réussi. Alors, j'ai voulu regarder cette affaire, parce qu'elle m'a paru curieuse. Et j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé que l'essentiel, la très grande partie, de l'augmentation des recrutements de chômage, qui sont passés de 500 000 à 1 million, doublé, ça vient des étudiants du supérieur. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'apprentissage? C'est-à-dire apprendre un métier de pâtissier, de tourneur à un enfant de 16 ans qui a envie d'entrer dans la vie active. La réponse c'est rien. On a fait ce qu'on faisait avant. Et on a rajouté le village Potemkin. Et alors, on a un effet quantitatif. On peut dire on a maintenant 1 million d'apprentis. Mais dans ce million d'apprentis, on n'a pas changé la base. C'est-à-dire les jeunes de 17-18 ans qui apprennent un métier. La deuxième chose que j'ai vue, c'est le coût. Je me suis dit, ça serait intéressant de comparer le coût allemand de l'apprentissage et le coût français. Alors le coût allemand, il est quand même, il y a 500 000 de plus, puisque nous on fait 1 million, ils en font 1 500 000. Donc ça devrait être plus cher. Ben, pas du tout. Le coût allemand total, c'est 11 milliards d'euros par an. Le coût pour la sphère publique. C'est le coût total. Le coût total. C'est ça qu'il faut raisonner. Oui. Et nous, c'est 22 milliards. C'est-à-dire 2 fois plus. 2 fois plus avec 500 000 personnes en moins. Alors je me suis dit qu'il y avait quelque chose à chercher là-dedans. Et je suis arrivé à la connaissance suivante. C'est qu'en Allemagne, sur leurs 11 milliards, en gros, la moitié sont pris en charge par les entreprises qui font l'enseignement. Et heureusement qu'elles font l'enseignement, parce que l'enseignement professionnel, quand il est distribué, quand il est fait par quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'il vient de la profession, en général, c'est sûr. Chez nous, on est plus intelligent. Alors, on a des centres de formation professionnelle qui sont bien entendu sous l'égide du ministère de la Défense nationale et qui sont considérés comme de très haute qualité. Mais en réalité, ils sont de moins bonne qualité que l'enseignement qui est dispensé par des professionnels. Et en même temps, on ne bénéficie pas du coût COUT que porte en charge le... Alors, vous avez un système qui est quand même assez étonnant. 22 milliards chez nous, 11 milliards chez eux. Chez nous, pratiquement tout, c'est du public. Et chez eux, une bonne moitié, c'est du privé. Et leur système marche. Pourquoi? Il marche parce qu'il n'y a pas de chômage des jeunes en Allemagne, alors que chez nous, le chômage des jeunes est supérieur à 20%. Donc, on a faux sur toute la ligne. On paye 2 fois plus, on prétend avoir des apprentis qui sont des faux apprentis, et le système ne marche pas. Alors, bon, la vertu, c'est l'artisan que je suis, parce que je n'ai aucune capacité à trouver des économistes, d'économie. Je suis comme vous, je travaille avec ma tête et j'essaye de comprendre. Et je me suis dit, si au hasard d'un chemin, j'ai trouvé ce scandale, qui est un scandale qui coûte une dizaine de milliards par an dans notre pays, si j'ai trouvé ça, je suis sûr que les spécialistes, qui sont ceux de la Cour des comptes, qui est un merveilleux outil d'audit financier, je suis sûr qu'ils en trouveront d'autres. Et j'en ai moi-même trouvé un qui
attachez vos ceintures, qui rapporterait une quinzaine de milliards, et c'est le suivant. C'est la fonction publique. Alors là, je crois que vous touchez au principal tabou. Mais oui, je touche au tabou. Alors, si je suis gouverné par le tabou, c'est-à-dire par le mensonge, qui consiste à ne pas toucher un problème important parce que c'est désagréable. Si je suis mu par le tabou, oubliez, je ne peux pas, je ne ferai pas ce livre, je ne serai pas avec vous sur le tabou. Bon, il faut regarder les tabous. C'est précisément le rôle des gouvernements. C'est pas de regarder les choses évidentes. Les choses évidentes, tout le monde les connaît. Et les tabous, c'est pas évident. Alors, je vais vous donner un chiffre. L'Allemagne a 15 millions d'habitants de plus que nous. C'est un fait démographique. Et elle a une fonction publique qui, tout élément comparatif assuré, c'est-à-dire on retriture les chiffres pour vérifier qu'on parle des mêmes choses. Parce qu'il y a toujours l'argument qui m'est fait lorsque je parle de l'Allemagne, c'est « Ah oui, mais on ne parle pas des mêmes choses, c'est les bananes et les oranges, puisque les Allemands ne comptent pas comme fonctionnaires, par exemple, les agents hospitaliers. » Et en effet, nous les considérons comme fonctionnaires, eux ne les considèrent pas, il faut que je les réintègre dans le calcul. Je les réintègre. Je ne suis pas complètement idiot. Je les réintègre. J'ai donc une base comparative impeccable. Et elle a été d'ailleurs vérifiée par l'OCDE qui produit les mêmes chiffres. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est là qu'il faut attacher les ceintures. On voit que pour 15 millions d'habitants en plus qu'il faut servir avec de la fonction publique, les Allemands ont 4 millions de fonctionnaires correctement définis et de manière comparative. Ils ont 4 millions. Nous, on a 5 millions. On a 1 million de fonctionnaires de plus que les Allemands, même définition, avec une population qui est significativement plus réduite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, quand j'étais petit, dans la famille, on avait un journal pour enfants. Et il y avait, au milieu de ce journal, je m'en souviens visuellement, il y avait 2 dessins qui représentaient la rue, des gens qui passaient, etc. 2 dessins, en principe les mêmes. Mais sur la page de droite, il y avait quelques petits changements. C'était le jeu des 7 erreurs? Exactement. Et je me rappelle, avec mon frère, on regardait, on disait que oui, il y a la petite fille, là, un petit sac qu'elle n'avait pas dans l'autre. Bon, et là, je joue au même jeu. Et j'ai 4 millions dans un cas, 5 millions dans l'autre, et avec mes 4 millions, je sers 15 millions de gens en plus. C'est pas la petite erreur, c'est pas le petit détail du petit sac de la petite fille. C'est l'ensemble du système qui ne tient plus. C'est énorme. Alors, ça coûte 15 milliards. Alors, juste... non, mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que les masses en jeu sont considérables. Les 20 milliards par an sont parfaitement atteignables. Si vous commencez à réduire la fonction publique, qui n'est, encore une fois, qui n'est pas sacrifiée en Allemagne. En Allemagne, ils ont une très bonne fonction publique. Ça marche très bien. Et si vous voulez être à peu près à l'étiage allemand, il faut baisser les fonctionnaires d'1 million. À tous les niveaux, hein, donc oui, de l'État et des collectivités locales. Collectivités locales, beaucoup. Et alors, je n'ai pas fait le détail, parce que je suis incapable de le faire, mais j'ai essayé de faire fonctionner mon bon sens. Parce que le bon sens, c'est en principe la chose la mieux partagée. Et en fait, c'est la moins bien partagée dans les cabinets ministériels. Mais en principe, c'est ce qui nous gouverne. Et je m'aperçois que
les 20 milliards par an que l'on peut trouver, le 0,8% de PIB, est atteignable si vous faites des choses intelligentes. Sur la fonction publique, il ne faut pas mettre les gens à pied. Il ne faut pas créer la révolution sociale. Il faut faire de l'attrition. Il faut se dire, il n'est pas écrit dans le ciel que je dois remplacer 100% de tous les départs à la retraite. Je peux utiliser un organisme comme la Cour des comptes pour me guider dans le calcul du pourcentage qu'on ne va pas remplacer. Ça n'a rien d'antidémocratique, ça n'a rien d'austérité maladive, rien du tout. Tout le monde fait ça dans son budget. Et vous le précisez dans votre livre, hein, en prenant en considération que certains secteurs doivent être protégés, la santé, bien sûr, voilà, des services fondamentaux, mais par contre d'autres peuvent être... Ce qui est dramatique dans notre situation, c'est que les professeurs sont sous-payés, les infirmières sont sous-payées, la justice est sous-payée. Et ces trois secteurs sont vitaux pour l'avenir de notre pays. C'est pas du tout une question budgétaire. Oui, vous ne faites pas le coup de rabot sur tout. Non. Voilà. Non, dans un hôpital, tout le monde le sait. Vous avez un personnel médical et soignant qui est en général de très haute qualité. Mais vous avez un personnel administratif dont malheureusement l'objet consiste à compliquer la vie administrative de l'hôpital. Ça serait plus intelligent de renforcer et la rémunération et le recrutement des soignants et de réduire le nombre d'administratifs. Ça n'a rien de choquant, c'est quelque chose, si vous voulez, que tout le monde fait dans son propre domaine budgétaire. Et si vous faites ce que je propose, c'est-à-dire vous attaquez le problème de la fonction publique, qui est énorme, c'est 15 milliards sur les 20, plus les choses qu'on va découvrir. Oui, oui. Imaginez-vous que le budget français est constitué de services votés à hauteur de, je sais pas, 80%. Excusez-moi, juste sur cette question des services votés. J'avais appris que la loi organique des lois de finances, la LOLF, mettait fin à ce système des services votés. Alors comment affirmez-vous... Vous êtes très bien informé sur la loi, mais vous n'êtes pas informé sur le fait que la loi n'est pas appliquée. Ce qui est une caractéristique démocratique, entre guillemets, qui continue, malgré mon âge, à m'interloquer. La LOLF que vous avez citée, cette loi organique, qui était bien faite, n'est pas appliquée. Ce qui se passe quand vous allez à Bercy et que vous vous faites expliquer le budget par les spécialistes, ce qui se passe, c'est que on reporte systématiquement dans le budget de l'année à venir, N+1, on reporte tous les services qui ont été votés précédemment. Mais pas seulement l'année d'avant, 50 ans avant. Et c'est toute l'histoire des profligations politiques, caractérisées d'ailleurs par des hommes politiques qui ont laissé leur nom à ces avantages. Et tout ça est reporté religieusement, pieusement même, je dirais, sur l'avenir. Quand je vais à Bercy, je leur dis, mais vous êtes fous. Ces strates de dépenses anciennes, elles ont toutes les chances de ne plus être valables aujourd'hui. Si vous appliquez la loi, vous repartiriez à zéro. Vous mettriez en cause ces strates, si elles sont à mettre en cause. Oh, on me dit, mais vous êtes fous. Les services votés, c'est absolument le b.a.-ba.
ils ont été votés. Alors je dis, ils ont été votés, c'est pour ça que vous les revotez. C'est absurde. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, cette absurdité, ça fige, il faut la corriger. Et c'est là où je suis triste de voir des hommes aussi estimables que Barnier et Bayrou se perdre en route. Ce qu'il faut faire, c'est convoquer le premier président de la Cour des comptes et lui dire, c'est vous, c'est pas le gouvernement, comment voulez-vous que le gouvernement, dans tout ce fatras de services votés, voit exactement ce qu'il faut supprimer ou pas? Il peut pas le faire. Je fais un cadeau, moi, à Bayrou. Je lui dis, vous vous occupez pas de ça. Demandez à la Cour des comptes de vous le faire. Il l'a fait pour les retraites, mais il ne le fait pas pour le reste. Et il faut le faire pour le reste. Il faut dire, prenez les services votés, appliquez pour une fois la LOLF. Oh, c'est formidable. Appliquer une loi. Moi, je pensais que la démocratie, ça consistait à appliquer les lois. C'est une loi de 2001, je rappelle, pour tout le monde. Alors, Jacques de la Rosière, parce que votre regard, on va dire, est englobant, hein, encore une fois, au-delà des questions budgétaires, ce que vous mettez bien au clair, c'est que tout cela, tout ce qu'on vient d'évoquer, a une conséquence sur la compétitivité de notre pays, de nos entreprises. Oui. Alors, moi j'ai une question simple. Aujourd'hui, l'Amérique de Donald Trump va donner tous les avantages à ses industries, à ses entreprises, va mettre des droits de douane. Déjà, celle de Joe Biden, avec son plan Inflation Reduction Act, à plus de 400 milliards de dollars, avait ouvert ces facilités pour les entreprises. Comment la France ou l'Europe peuvent lutter face à un tel déferlement? Alors, c'est une très bonne question. Les Américains ont en effet, avec Biden, et ça sera le cas avec Trump, le sens de leurs intérêts économiques. Ils ont ça ancré en eux. Et je ne connais pas pays personnellement qui ait plus d'intérêt, sens noble du terme, pour l'éclosion et le succès de leurs entreprises. Vous avez passé plus de 10 ans oui. à Washington, hein? Oui. Oui. Et ce que je constate en écrivant ce petit livre, c'est que si vous voulez caractériser les gouvernants français depuis une vingtaine d'années, c'est par la destruction de l'intérêt des entreprises que vous pourriez le dépeindre. Parce que toutes les choses que je dénonce dans ce livre, c'est-à-dire cette gabegie, toujours empruntée, jamais faire de réforme de structure, etc. Quand on a une loi de structure comme la LOLF, on la piétine. Tout ça, c'est de l'anti-compétitivité qu'on fabrique. Alors on la fabrique méthodiquement, on la fabrique avec un soin bureaucratique digne d'intérêt pour un sociologue, et on le fait. Juste, je rajoute... Alors, les États-Unis, eux, c'est plus simple. Ils veulent que leurs entreprises prospèrent. Nous, on ne veut pas que nos entreprises prospèrent. Alors, c'est binaire. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait un tout petit peu d'esprit américain dans les palais ministériels à Paris. Juste une chose que vous décrivez de manière très claire, c'est, dans ce contexte-là, la désindustrialisation de la France. Alors que, sans aller aussi loin que les États-Unis, l'Allemagne a, semble-t-il, préservé son tissu industriel. Alors les chiffres sont là pour le prouver. C'est sans doute ce qu'il y a de plus immédiatement dommageable. C'est que nous avons perdu le tiers de notre industrie, à force de la dégoûter. En 20 ans.
en 20 ans. Et les Allemands l'ont préservé. Ce qui s'est passé, c'est que, comme les charges qui pèsent sur les entreprises sont très supérieures, c'est calculé dans le livre, aux charges qui pèsent sur les entreprises allemandes, les entreprises françaises étaient en défaveur, si je puis dire, sur le plan des conditions de fonctionnement. Et les chefs d'entreprise français, qui ont compris à quel point ils étaient handicapés, ont procédé avec beaucoup d'intensité à la délocalisation des entreprises françaises. C'est-à-dire que, puisque c'est trop cher de le fabriquer à Châtillon, je le fabrique au Vietnam ou en Tunisie. Et alors c'est très bien pour le Vietnam et la Tunisie, ça crée des emplois, mais ça crée des chômeurs chez nous. Et ce phénomène de la délocalisation, il est lié à la surcharge des entreprises, point de vue fiscal, qui est une caractéristique de la France. Nous sommes le pays de l'OCDE le plus fiscalisé sur les entreprises. Et on est étonné, on dit tiens, mais bon, on n'est pas compétitif. Alors, c'est aberrant. Bon, donc il faut réduire la charge qui pèse sur les entreprises. Pour la réduire, il faut réduire les coûts excessifs. Et il ne faut pas augmenter les impôts. Alors, bon, on est dans la contradiction la plus élémentaire. Et ce qui me gêne dans cette histoire de désindustrialisation, c'est que il faut se poser la question. Les Allemands aussi auraient eu intérêt à transférer leurs entreprises au Vietnam. Parce que les salaires en Allemagne sont très supérieurs aux salaires au Vietnam. Et ils n'ont pas fait. Et je me suis intéressé à cette question. Pourquoi les entreprises allemandes ont un peu, mais moins délocalisé que nous? Et la réponse que j'ai eue en regardant les rapports et les chiffres, c'est que les syndicats allemands qui sont présents dans les entreprises au conseil d'administration, pas un simple représentant, un syndicat qui fait une déclaration doctrinale de temps en temps, c'est pas ça. Les types qui sont chargés au conseil d'administration de forger la politique de la société. Et ils ont la majorité. Et les syndicats allemands ont dit on ne va pas accepter la délocalisation. On ne va pas l'accepter. Alors, c'est vrai que vous avez des salaires qui ne sont pas compétitifs. On va accepter de réduire nos salaires pour être compétitifs. Parce que, en Allemagne, la priorité, c'est la préservation de la capacité de l'entreprise. Parce que c'est elle qui fournit de l'emploi. Chez nous, nous avons un passé qui est différent, qui est un passé d'opposition, dans lequel le rôle des syndicats, c'est pas la prospérité de l'entreprise. Le rôle des syndicats, c'est la défense des personnels. C'est-à-dire qu'il faut plutôt augmenter les salaires. Et alors ça va le congrès de Tours, enfin il faut faire un peu de sociologie et d'histoire. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est certain, c'est que le poids des syndicats allemands dans la gestion de l'entreprise a joué, ça tous les économistes sont d'accord, a joué un rôle déterminant dans la faible délocalisation subie en Allemagne. Mais au final, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que quand on réduit
la part de l'industrie, eh bien, les services se développent. L'Angleterre a fait cela. Est-ce que c'est véritablement un problème? Oui, alors on me chante cette chanson depuis 20 ans. On me dit c'est pas grave qu'on perde de l'industrie parce qu'on récupère des services. Alors j'ai regardé ça aussi. Et en réalité, c'est pas vrai. Parce que les services qui se sont beaucoup étendus en France, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, les services ont un contenu économique beaucoup plus faible. Ce sont des services à la personne, ce sont des services publics, ce sont des services, les types que vous voyez en scooter qui livrent des pizzas, enfin c'est tout ça les services. Et je n'ai rien contre ces services, ils répondent à des désirs, à des besoins peut-être même. Mais ce ne sont pas des services porteurs d'avenir. Les services porteurs d'avenir, c'est des services liés à l'informatique, à l'économie de demain, et tout ça. Oui. C'est très... Sur lesquels... Notre contenu, si vous voulez, sophistiqué des services est extrêmement faible par rapport à la Grande-Bretagne, par exemple, que vous avez cité. Donc, le but n'est pas d'avoir des services pour remplacer quantitativement les industries qui s'en vont. Le but, c'est de comprendre que l'industrie est porteuse d'avenir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un industriel, vous ne faites pas la totalité de la production. Vous faites appel à d'autres sociétés pour les intrants, pour les choses que vous devez utiliser pour les modifier, les façonner. Donc, vous avez un effet de boule de neige. Si l'industrie se développe, les intrants se développent. Les sociétés qui tournent autour de votre société à vous se développent. Et ça fait un effet de boule de neige. Avec les services, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, alors on a démontré ça ad nauseam. Un des rapports les plus vigoureux, les plus constants, est le suivant. Plus vous avez d'industrie, plus vous avez de revenus par tête. Alors ça paraît bizarre, et c'est à cause de ça. C'est parce que l'industrie, elle est agrégeante, elle est embrassante, elle crée d'autres choses que ce qu'elle fait. Et elle permet des gains de productivité absolument plus forts aussi. Alors, c'est pour ça que l'argument des services ne joue pas. Et si on n'avait que des services porteurs d'avenir, j'admettrais le point. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, on a perdu le tiers de notre industrie, ce qui est tragique. J'ai des cas qui sont les suivants. Vous avez des entreprises qui se développent en start-up. Et la France est assez bonne dans les start-up. Il y en a beaucoup. Et alors, il y a de diversité, voilà. Oui, il y a de l'ivraie, du bon grain, mais celles qui sont porteuses d'avenir se développent. Et BPI France est très bien, je dirais, orienté sur ça. Ils ont fait un travail formidable. Mais il y a un moment où c'est plus BPI France qui peut le faire. C'est le système capitaliste, c'est le pays. Et le pays ne suit plus les start-up à partir d'un certain degré de développement. Ils ne leur font pas des fonds propres. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, autrefois, vous aviez des sociétés, Alcatel, comme EDF, qui étaient bien capitalisées, qui prenaient ces start-up pour les développer. Aujourd'hui,
dans les cas particuliers que je vois, parce que j'ai un ami qui suit ces startups, vous allez chez Alcatel, qui n'existe pratiquement plus. Oh, je vous dis non, je ne peux plus m'occuper de ces trucs-là. Vous allez chez EDF, oh là là, ils vous disent, avec le nouveau programme nucléaire, oubliez, je ne peux plus le faire. Autrement dit, le tiers des entreprises que nous avons perdues est un tiers qui n'est plus là pour faire de l'investissement productif en France. Et le résultat, c'est que ce sont des boîtes américaines qui prennent ces sociétés-là et qui en font leur profit. Alors, ça c'est grave parce que si vous voulez, la méthode Draghi, tout le monde dit ah, Draghi a trouvé le truc, c'est pas vrai du tout. Alors, je précise juste, c'est le rapport de Mario Draghi qui préconise que pour faire face aux investissements qu'on a évoqués... Oui, mais je vais vous donner... Alors, Draghi, il est plein de bonnes intentions. Il dit je vais avoir une étagère sur laquelle j'aurai 850 milliards par an d'euros, dans laquelle vous pourrez piocher. Le problème en France n'est pas celui-là. Il y a l'argent. Nous avons une épargne qui est probablement une des plus élevées du monde. Les gens épargnent. Ils épargnent parce qu'ils veulent créer leur avenir, parce qu'ils sont inquiets, etc. Toutes les raisons pour lesquelles on épargne. Mais ils ne vont pas acheter ces start-up prometteuses. Pourquoi ? Parce que l'épargnant français est un épargnant qui n'aime pas le risque. Alors, il est content quand il a livret de caisse d'épargne parce qu'il sait que c'est plutôt investi dans des titres d'État sans risque, croit-il. Et donc, c'est pas un apporteur de fonds propres, l'épargnant français. Mais c'est un apporteur de fonds. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce que la partie equity, la partie fonds propres, la partie capital est essentielle pour sortir ces start-up de l'état, je dirais, de découvreurs dans lequel ils sont encore, pour les élever, les ériger à un stade où ils sont de véritables entreprises. Peut-être même des entreprises mondiales. Oui. On n'en sait rien. Mais on n'a pas le substrat. Les entreprises françaises ne sont pas là. Alors, Draghi nous dit, oui, mais vous avez une portion de 850 milliards, vous, les Français. On dit, oui, mais c'est pas ça qui va me faire digérer une transition d'une société naissante vers une société prospère. Ce n'est pas ça. Il faut que j'ai un Alcatel. Il faut que j'ai une société... Mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Je n'ai plus d'appareil digestif pour ces boîtes. Alors... Bon, merci, M. Draghi. 850 sont certainement très, très utiles, mais ils me servent à rien. Et alors voilà, moi je suis de la vieille croyance, je pense qu'il faut canaliser l'épargne longue vers les investissements productifs. Alors, Jacques de la Rosière, vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui réfléchissait, qui a un long parcours de financier. Au mois de septembre dernier, François Bayrou vous recevait lors des rencontres du Modem. François Bayrou soulignait votre personnalité exceptionnelle et l'acuité de votre regard sur nos finances publiques. Pensez-vous, sincèrement, qu'il va suivre vos conseils? J'en sais rien. Vous a-t-il consulté depuis qu'il est nommé à Matignon? Non, mais j'ai eu, en effet, l'été dernier, une conversation très, très intéressante et très, très enrichissante, je crois, pour moi en tout cas, et peut-être pour lui, sur les problèmes de finances publiques. Et j'ai trouvé un homme très réfléchi. J'ai trouvé un homme tout à fait
sur la même longueur d'onde, pas sur les détails, mais sur la même longueur d'onde. Un homme qui avait étudié le livre, connaissait les 200 milliards, il savait pourquoi j'avais calculé comme ça et tout ça. Il était parfaitement à l'aise avec cette description. Alors, il se frotte à la réalité, et qui est la réalité de l'Assemblée nationale. Et c'est très difficile. Et personnellement, je ne veux pas donner de conseils à M. Bayrou, qui est tout à fait capable de se conseiller lui-même. Mais personnellement, je pense qu'il faut éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est de reporter sur des impôts nouveaux qui pèsent sur les entreprises la charge de l'amélioration budgétaire. Je crois que c'est une erreur. Notre pays est le champion des prélèvements obligatoires. Ça ne fait pas de sens de vouloir recharger la barque. Alors qu'on fasse quelque chose sur les très hauts revenus ne me choque en rien. Je pense que c'est une bonne chose, qu'on ait le sentiment que tous les Français participent à ce travail. Ça, c'est bien, mais pas sur les entreprises. C'est une erreur, parce que les entreprises sont déjà malades. La deuxième chose, c'est que on se complique la vie au gouvernement. Personnellement, et en même temps, ça nuit à l'efficacité. L'essentiel de ce que je propose dans mon livre, et quand je dis que c'est réversible, je pense que c'est faisable. L'essentiel, c'est quoi? C'est de diminuer la dépense publique, qui est trop élevée. C'est indéniable. Les chiffres parlent, oui. C'est indéniable. Bayrou l'accepte, c'est la vérité. Il faut réduire. On se complique la vie. On est en train de revisiter les retraites. On a raison intellectuellement, parce que les retraites, ça coûte très cher à l'État. Ça coûte 3 points de PIB sur mes 7. Mais moi, je ne le ferai pas, ça. Parce que j'ai pris le parti, qui est un parti un peu tactique, consistant à dire, vous me menacez de la révolution sociale, je mets cet argument de côté. Je ne touche pas, y compris les retraites. C'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs. Oui, parce qu'en montant, c'est le montant le plus important. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire un peu de tactique. Si vous commencez à dire je rouvre le dossier des retraites, vous pouvez, c'est intelligent, on devrait le faire. Mais vous allez à l'impasse. Et quand j'entends dire on va faire une concertation, etc., la concertation ne peut pas réussir là. Donc, moi, je ne regarderai pas ça. Je ferai ce que je propose de faire. C'est-à-dire que je commencerai, avec la Cour des comptes, à voir les services dans lesquels je ne suis pas obligé de faire 100% de remplacement. Et au contraire, dans d'autres, je ferai 110%. Je veux recréer de la manœuvrabilité de mon budget. Et ça, c'est pas le boulot du gouvernement dans le détail. Moi, si j'étais Premier ministre, je ne saurais pas exactement quels sont les services votés qu'il faut couper. Je ne saurais pas. Et je pense que le Premier ministre aujourd'hui ne sait pas. C'est un travail de spécialiste. Donc moi, je serais beaucoup plus humble, quelque part. Oui, oui. Plus humble, plus tolérant. Je dirais, demandez à la Cour des comptes. Faites-lui une lettre de mission, parce qu'elle n'est toujours pas en dehors de la retraite. On n'a pas vraiment mis au travail la Cour des comptes. Moi, je ferai une lettre de mission pour le premier président de la Cour des comptes. Je lui dirais, je vous donne, je ne sais pas, 6 mois pour peigner les services votés et les regarder avec un œil neuf. Il y en a qui sont peut-être très valables, gardez-les. Il y en a peut-être qui ne sont pas valables, dites-le, et montrez ce que vous pouvez économiser. Et on lance mon opération de 15 milliards sur les 20 annuels, qui est celle de la fonction publique. On le fait sans tambour ni trompette. On le fait intelligemment. On commence à regarder. Vous aurez des résultats
très rapide, si vous le faites de manière intelligente. Et vous le ferez avec le sens de l'efficacité des services publics. Parce que la grande erreur, quand on veut réduire les coûts COUT de l'administration, c'est de s'attaquer à la réduction des coûts. Alors ça finit en général par des coups de vache, ils sont proportionnels à tout le monde, et c'est une connerie. Ce que je propose est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intéressant. Oui, oui. Je dis, laissez aux spécialistes le soin d'entrer dans ce problème des 15 milliards de fonction publique excessive qui nous guettent tous les ans. Laissez-les faire. Et très rapidement, vous aurez des résultats. Très rapidement. Alors, voilà. Voilà, bon, ben, le conseil est donné, et en tout cas les points de vigilance pour le gouvernement. Jacques de la Rosière, j'aimerais eh bien, profiter de votre parcours exceptionnel pour que peut-être vous nous partagiez le souvenir le plus marquant dans votre carrière. Est-ce que vous en avez un qui émerge? Oui, j'en ai un qui sort de l'ordinaire. Ça se passe en 1982. Et le Mexique est surendetté, comme nous. Et pas plus, comme nous. Et tout le monde dit, oh, le Mexique est trop endetté, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un grand pays. Bon. Et un jour, je reçois la visite. C'était en août, je me souviens, comme si c'était aujourd'hui. Donc là, vous êtes au Fonds... Je suis au Fonds monétaire international depuis 2 ans et 3 ans. Et je lis dans les journaux que le Mexique est trop endetté. Et je m'en ouvre à mon économiste en chef et je lui dis, est-ce que c'est grave, docteur? Et il me dit exactement ce que les gouvernements français ont dit depuis des années, non, ce n'est pas grave, parce que le Mexique a un taux de croissance très élevé, parce qu'il exporte des matières premières comme le pétrole, qui sont très demandées par le marché. Le marché était très, très bon à ce moment-là, parce qu'il y avait une croissance économique mondiale, et c'est vrai qu'ils s'endettent, mais ils s'endettent à des taux plus faibles que le taux de croissance. Donc, un calcul rationnel milite en faveur de la politique mexicaine. Et je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, cette histoire. Il y a quelque chose qui cloche. Et la chose qui clochait, c'était la chose suivante. C'est que Paul Volcker, le grand financier américain, était aux affaires depuis 2 ans. La réserve et il fédérale. voyait l'inflation à 10, 12, 15%, une inflation terrible, qui dévorait le pouvoir d'achat, qui bouffait la société. Et Paul Volcker, qui était un homme courageux, un de ces grands serviteurs de l'État qui ne demandent pas l'autorisation d'aller faire pipi, il a décidé de casser l'inflation. Et en cassant l'inflation, il a porté les taux d'intérêt à 20%. Le Mexique empruntait à 5%, sur base variable. C'est-à-dire que les 5% sont devenus 20%. En faisant ces 20%, Volcker a créé une récession mondiale très grave. Résultat, les exportations mexicaines ont chuté, parce que le monde ne les demandait plus. Chiffre d'affaires chute, coût de l'endettement massif. Résultat, le ministre des Finances du Mexique, qui s'appelait Herzog, vient me voir au début du mois d'août 1982. Et il me dit, monsieur le directeur général, je vous préviens, lundi prochain, je ne fais plus mes échéances de dette extérieure. La dette était monstrueusement élevée, comme chez nous. Et ce moment, pour moi, qui était bercé par l'illusion que les taux d'intérêt
était faible et que les taux de croissance étaient élevés, alors que maintenant j'étais dans des taux élevés et une croissance faible, c'est-à-dire le contraire absolu, était un moment important. Alors, je l'ai résolu d'une manière qui a permis d'en sortir. Parce que j'ai dit à mon interlocuteur, bon, d'accord, vous ne pouvez pas payer lundi, vous ne paierez pas lundi. Si vous n'avez pas les devises, vous ne les avez pas. Je ne peux pas vous les donner comme ça. Mais il y a peut-être une manière plus intelligente de procéder. Ça serait que les banques internationales, Citibank, Bank of America, toutes les grandes banques mondiales, acceptent ce qu'on appelle un standstill, c'est-à-dire acceptent de ne pas être honorés des taux d'intérêt lundi, et mardi, et mercredi, à condition que vous vous engagiez, vous, ministre des Finances du Mexique, et votre président, dans un programme de redressement économique et financier qui permette à ces banquiers acceptant de ne pas être payés à bonne date, qui leur donne un espoir que dans 2 ans, la situation sera nettement améliorée et que vous pourrez commencer à reprendre les paiements que vous avez différés. Il me dit, oui, je suis prêt à m'engager dans ce programme. Je lui ai dit, oui, mais c'est votre président qui doit être prêt à s'engager. Alors, il m'a dit, j'en fais mon affaire, c'est d'accord. Et j'ai téléphoné ça à Volcker, parce que Volcker allait allait les recevoir après moi, et je lui ai dit, voilà, moi je pense qu'il faut actionner, les banques internationales ne sont pas très nombreuses, il y en a une vingtaine. Je lui ai dit, moi je peux faire 10 coups de téléphone, vous en faites 10, et vous leur demandez qu'ils nous foutent la paix lundi. Et que le film va continuer. Il m'a dit, Jack, c'est une bonne idée, on a téléphoné à nos 20 banquiers. Et lundi, il n'a pas été... Le Mexique était sauvé. On n'a pas payé, ouais. Mais on n'a pas non plus déclaré le défaut. Et on a envoyé à Mexico City une délégation du Fonds monétaire dès le premier jour. Je me rappelle, j'ai été radical avec le chef, qui était un économiste, qui s'appelait Bézard, qui était un type charmant. Je lui ai dit, vous partez aujourd'hui pour le Mexique. Il m'a dit, je ne peux pas. J'ai un dîner, il y a ma femme. J'ai dit, oui, d'accord, mais il faut que je puisse dire aux banquiers avant lundi qu'il y a une mission là-bas. Alors, il m'en a toujours parlé de ce truc-là. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte des difficultés avec ma femme que j'ai eues sur là. Il fallait sauver le Mexique. Parce qu'il habitait le Maryland, il fallait qu'il prenne son avion de Washington. Je lui ai dit, vous achetez une brosse à dents, vous démerdez. Mais j'avais la conscience que lundi matin, quand les échéances ne seraient pas réglées, que les patrons savaient qu'elles ne seraient pas réglées puisqu'ils avaient eu le coup de téléphone, que les patrons savaient qu'il y avait une mission sur place, pas une mission dans 6 mois, une mission déjà là. Je savais que the odds, c'est-à-dire les alternatives étaient pour moi. Et tenez-vous bien, cette stratégie a marché. On est tombé sur un président de la République Mexique qui était de la Madrid, qui était beaucoup mieux que le prédécesseur. C'était un économiste. Il avait parfaitement compris que le Mexique vivait au-dessus de ses moyens, avait un budget totalement fou en matière de dépenses publiques, et il a trouvé que c'était une bonne occasion de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et en 3 ans, la situation était rétablie. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les actifs des banques internationales sur le Mexique, les créances qu'ils avaient, étaient irrécouvrables à ce moment-là. Et au lieu de les déclarer
comme un défaut, ce qui aurait obligé les banques à provisionner ces défauts, et elles ne le pouvaient pas, parce que l'ampleur des prêts dépassait la capacité à provisionner. Et donc, je savais que les banques accepteraient mon arrangement. Je leur ai fait d'ailleurs payer très cher, parce que c'est des banques qui ont fourni ce qu'on appelait le new money, c'est-à-dire encore plus d'argent frais, alors qu'ils n'étaient pas payés sur le précédent. Et ils étaient furieux, ils disaient « mais c'est à vous de faire ça ». J'ai dit « non, le Fonds monétaire n'a pas été à l'origine de l'endettement du Mexique, c'est vous qui êtes à l'origine, vous n'avez pas fait vos calculs, vous avez trop prêté, et maintenant vous allez reprêter encore plus ». Ça a été des séances épouvantables. Mais j'avais la stratégie coopérative, c'est-à-dire le président du Mexique était complètement adhérent à ma stratégie, et je disais aux banques, vous avez le choix, ou vous provisionnez, mais elles ne pouvaient pas provisionner. Les masses en jeu, si vous voulez, on peut considérer que en moyenne, les actifs, les créances qu'elles avaient sur le Mexique, c'était 5 à 7 fois les fonds propres. Donc, même s'ils mettaient tous leurs fonds propres en jeu, ils étaient en faillite. Oui, oui, oui. Et je leur dis, je vous sauve dans la faillite. C'est quand même important pour les plus grandes banques américaines. Et alors, ils ont accepté. Ça, c'est le moment le plus fort de ma carrière. Parce que j'ai pu exercer, je dirais, Votre du mandat, bon sens, oui. comme le bon sens qu'il y a là-dedans. C'était du bon sens, il n'y avait rien de génial là-dedans. Mais ça a marché. Il fallait y aller. Alors, Jacques de la Rosière, on a une tradition dans ces entretiens. Pour finir, j'aimerais dire, parce que vous ne vous en cachez pas, vous êtes quelque part un enfant de la crise. Vous êtes né au moment du krach de 1929 qui allait déclencher la crise de 1929. Quelque part, vous êtes prédestiné pour gérer les crises. Alors, je ne sais pas si vous aviez la vocation, jeune enfant, d'être banquier et le grand financier que vous avez été, mais si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Jacques que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Oui, je n'avais pas la vocation d'être un banquier. J'avais la vocation de servir l'État dans le domaine de la finance. Mais qu'est-ce que j'aurais dit à Jacques de la Rosière à 18 ans? Alors, si j'avais la connaissance de l'époque, je ne lui aurais pas dit grand-chose. Avec le recul de l'histoire, je lui aurais sans doute dit ceci. Premièrement, travaillez toujours les détails. Connaissez la machine. Salissez-vous de cambouis vos mains. Soyez capable de comprendre ce qui se passe chez vous, dans votre institution, dans votre banque, si c'est une banque. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Soyez précis dans le détail des connaissances. Ne vous contentez pas de généralité, parce que la généralité mène au mensonge. Donc, soyez précis. C'est le premier conseil. Et moi, je l'ai appliqué, ça. Aux finances, je n'ai fait que ça. Deuxième conseil. Méfiez-vous des gens qui vous disent « il n'y a pas de problème ». Méfiez-vous de ça. Parce qu'il y a, en général, des difficultés et des problèmes. Et il faut les affronter. Les nier, c'est la mauvaise solution. Et vous trouverez beaucoup de gens pour nier les problèmes et peu de gens pour vous dire qu'il faut vous attaquer à ça. Et ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est garder l'esprit libre. Il y a trois domaines de vérité. Il y a la vérité de votre service.
direction, sous-direction. Votre patron vous dit la vérité du Trésor, c'est ça. Bon, ça, c'est un échelon. Il y a la vérité du ministère des Finances, qui est déjà plus embrassante. Et elle est définie par le ministre. Mais il y a un troisième niveau de vérité, qui est le plus important. C'est la vérité tout court. C'est votre vision à vous, Jacques de la Rosière, sur la France, ce qu'il faut faire. C'est beaucoup plus embrassant que les deux premières définitions. Et apprenez que la plus importante de ces trois vérités, c'est la vérité embrassante. Alors, bien entendu, vous êtes payé pour les deux premières vérités. Et il faut être loyal, vous êtes au ministère des Finances, il faut le faire. Mais votre esprit ne doit pas chasser la troisième vérité. Parce que c'est la troisième vérité qui est la bonne, et qui est celle qui est importante pour le pays. Donc il faut avoir une certaine liberté d'esprit. Et puis je crois que c'est tout ce que je lui dirais. Ah ben, c'est formidable. Merci Jacques de la Rosière pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous.